Bienvenue à l'Air du Temps, bienvenue à nos invités. Comme vous le savez, on ne parle que de coronavirus depuis quelque temps. Hier, le président de la République a pris des mesures concernant cette maladie que je vais vous énumérer à l'antenne, les répéter. Un plan de contingence déclenché à partir d'hier, hôpitaux mobiles déployés par l'armée nationale, interdiction de toutes les manifestations publiques pendant un mois, les bateaux de croisière interdits d'entrer au Sénégal, fermeture des écoles et universités à partir du lundi 16 mars, donc demain, suspension des procédures de pèlerinage musulmans et chrétiens, demande aux autorités religieuses d'accompagner l'État dans les mesures arrêtées, la fête du 4 avril annulée, en lieu et place, une cérémonie de prise d'armes au palais sera organisée, demande à la diaspora de respecter les consignes édictées dans leur pays de résidence. Voilà entre autres les mesures prises hier par le chef de l'État. Vous êtes économiste et consultant. Quelle lecture faites-vous de ces mesures? Oui, je pense que ces mesures viennent à point. Quand même, il était temps de le faire. Mais ce que je déplore, c'est que les mesures les plus efficaces n'ont pas été prises. Par exemple, il fallait interdire tous les vols en provenance des lieux infectés. Pour moi, c'était la moindre des choses. Ensuite, exiger la quarantaine pour tout voyageur débarquant au niveau des aéroports de Dakar. C'est ça qu'il fallait prendre pour juguler ce mal-là. Moi, je pense que toutes les mesures sont secondaires par rapport à ces deux mesures que je viens d'énumérer. Qu'est-ce que vous en pensez de ces mesures? Merci Alassane. Merci à M. Vellet. Moi, je voudrais d'abord me féliciter de ce pas que notre pays a franchi en prenant une mesure de ce qu'on appelle containment, de contrôle de la circulation de l'infection en situation de pandémie. C'est une mesure cruciale. Ce qu'on peut regretter, c'est peut-être le timing, mais il vaut mieux tard que jamais. Nous ne sommes pas dans une situation aussi dramatique à l'heure actuelle au Sénégal. Donc, je pense que c'est vraiment de bonnes mesures. Maintenant, comme toute action, il y a forcément des limites. Tout à l'heure, M. Vellet parlait de ce qu'on appelle le contrôle des points d'entrée, n'est-ce pas? Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement complexe de toute façon à faire. On peut les gens n'aiment pas trop qu'on cite ce pays-là, mais on peut s'inspirer du cas du Rwanda aujourd'hui qui, effectivement, lorsque quelqu'un vient d'un pays infecté, est automatiquement mis en quarantaine pendant 14 jours, surveillé. Donc, moi, ça me choque pas. En matière de pandémie, la seule mesure qui est mauvaise, c'est celle qu'on n'a pas prise. Ça, c'est un message qu'il faut savoir. À nous, en gestion d'urgence, c'est ce qu'on se dit. En situation de pandémie, la seule mauvaise mesure, c'est celle qu'on n'a pas prise. Et toutes les mesures prises sont bonnes. Voilà. Donc, c'est un peu la réaction que j'ai par rapport à ça. Maintenant, il y a des éléments quand même de limite. Moi, pour le 4 avril, une prise d'armes au palais, c'est un regroupement aussi, si je ne m'abuse, parce qu'il y aura quand même du monde. Bien sûr, des mesures de désinfection, etc. seront prises, mais on connaît une des spécificités de ce virus, c'est le fait qu'il peut parfois être asymptomatique. Une personne, ce qu'on appelle les porteurs sains, quelqu'un peut être porteur du virus, mais ne présenter qu'un symptôme arrivé. Alors, quand on sait que c'est le virus le plus démocratique finalement au monde, depuis l'histoire des pandémies qu'on connaît depuis le Moyen-Âge, 6000 ans avant Jésus-Christ, il y a déjà eu des événements comme ça. Et ce virus-là, aujourd'hui, nous donne une leçon au niveau mondial. Mais nous, Sénégalais, on devrait être particulièrement vigilants, attentifs, à ces leçons-là. C'est que c'est des ministres, c'est des députés, c'est des femmes de président de la République, etc. C'est des mêmes chefs d'État qui sont testés positifs au coronavirus. Donc, encore une fois, c'est un virus
très très démocratique, ce coronavirus, d'où l'importance qu'on doit accorder, redoubler davantage de vigilance, parce que on dit souvent quand on est en pandémie, on est en guerre. C'est pas le Sénégal qui est en guerre, encore une fois, c'est le monde entier qui est en guerre. La particularité d'une pandémie, c'est ça. C'est pas un seul pays, c'est l'humanité dans sa globalité. Et quand on est en guerre, on a besoin d'un leader, d'un chef, et quelqu'un qui ait toute la troupe derrière, et qui est un bon général qui prend les décisions qu'il faut au moment où il le faut. Donc, s'il y a des mesures de protection à faire, je pense qu'il faut protéger les têtes aussi, parce que si elles tombent, finalement, après, ça va être difficile de conduire. Et quand je parle des leaders qu'il faut soumettre, astreindre à des mesures beaucoup plus draconiennes de prudence, de précaution, je ne pense pas seulement aux politiques, mais aussi à nos leaders religieux. Ils ne sont pas à l'abri. Il n'y a personne qui soit à l'abri de ce virus Covid-19. Abouele, le fait qu'aujourd'hui que le Sénégal n'ait pas interdit les vols, comme vous l'avez dit, c'est estime que nous sommes tellement dépendants de l'extérieur qu'on est obligé de voir, d'éviter d'interdire certains vols. Ça peut affecter le commerce au Sénégal, même l'importation de produits alimentaires. Non, mais au-delà de l'aspect économique, c'est surtout politique. C'est connu. Nous sommes dans des États quand même qui n'ont pas toute la souveraineté qu'ils devaient avoir. Ça, c'est connu partout dans le monde. Il y a des mesures qu'on ne peut pas prendre. On est obligé de dépendre de la France, mais quand même, la moindre des choses, c'était d'interdire quand même que des vols en provenance de l'Italie, en ce moment crucial, puissent arriver à Dakar. Ça, c'était une mesure qu'il fallait prendre. D'autre part, on dépend, c'est vrai, du contexte international. On est obligé, le Sénégal, c'est la diplomatie en général, on est obligé de jouer avec beaucoup de facteurs externes, mais qui ne militent pas toujours en nos faveurs. C'est pour cela que cette fois-ci, il fallait être radical, comme tant d'autres pays l'ont fait. Même l'Arabie Saoudite est arrivée au point d'interdire la Umrah et le pèlerinage, pour dire que la situation actuelle le demande. Le Sénégal pouvait faire de même, dans la mesure où on a noté que tous les cas qui ont été recensés au Sénégal provenaient de l'extérieur. Mais est-ce qu'économiquement, le Sénégal peut supporter de fermer ses frontières aériennes vis-à-vis de l'extérieur? Mais économiquement, qu'est-ce que ça nous rapporte, ce trafic-là? C'est vrai que nous sommes interdépendants et que toutes les économies sont interdépendantes aujourd'hui. Mais il y a des moments où il faut prendre ce type de mesures. Parce que nous ne sommes pas en mesure d'affronter une telle pandémie, un tel fléau. Ce n'est pas possible. Vaut mieux fermer ses frontières, se replier un peu sur soi-même, en attendant que ce mal soit combattu au niveau mondial. Mais vous êtes économiste. Quelles sont les conséquences justement économiques de cette pandémie, surtout dans nos pays? Déjà, avant même de parler de nos pays, parlons de la Chine, qui est presque à genoux aujourd'hui. Tellement c'est l'usine du monde. La Chine, c'est la première puissance industrielle. La Chine, c'est la première puissance économique. La Chine, c'est 25% des exportations dans le monde. La Chine, aujourd'hui, a tous les problèmes du monde pour se redresser et surtout pour ramener la confiance vis-à-vis de la Chine. Parce que ça laisse des traces qui vous suivent pendant un certain bout de temps. Tout le monde est un peu suspicieux, etc. On se dit, mais c'est pas possible, etc. Il y a énormément de choses. À plus forte raison dans nos petites économies qui sont totalement dépendantes de l'extérieur. Nous avons des économies extraverties. Il faut dire que 25% des exportations, des importations dans le monde en provenance de la Chine, c'est l'Afrique qui pèse pour 25% des importations. On est presque totalement dépendante de la Chine.
Avant, en 1996, il n'y avait que la Gambie, pour des raisons que tout le monde sait. Mais aujourd'hui, il y a à peu près, c'est la moitié des pays africains qui sont liés aux importations, à l'approvisionnement en provenance de la Chine. Ça va durement impacter notre secteur informel, qui à 90% travaille avec la Chine. Aujourd'hui, les commerçants vous le disent, on ne peut plus voyager, on ne peut plus importer. Même pour aller en Turquie, on leur refuse le visa à cause de beaucoup de choses. Il est temps que l'on diversifie l'offre, que l'on puisse aussi asseoir une économie qui repose fondamentalement sur, sur le Sénégal, sur nos pays. Parce qu'on n'a pas de logiciel économique dans nos pays. Tout ce qu'on fait, c'est produire des matières premières que l'on brade à tout bout de champ, ensuite importer de quoi vivre et se nourrir. Nous sommes les producteurs de matières premières et les consommateurs dans le monde. Et ça, c'est déplorable. Et des situations pareilles, quand même, nous mettent à l'épreuve pour nous ouvrir les yeux, pour nous interpeller par rapport à un certain nombre de préalables, quand même, indispensables si on veut rester indépendant et émergent, comme certains veulent le dire. Vous avez travaillé, vous, dans des pays comme la Guinée, comme la République démocratique du Congo, qui ont été frappés par Ebola. Et pourtant, les populations, il n'y a pas de panique au niveau de la population, par exemple, arriver quand même à se nourrir. Comparé au Sénégal, c'est assez difficile. Parce que peut-être la RDC et la Guinée peuvent interdire des vols, mais le Sénégal, aujourd'hui, qui dépend de sa ration alimentaire, entre guillemets, de l'extérieur, parce qu'on n'arrive pas à avoir autosuffisance alimentaire, il y a un souci. Effectivement, on peut lire justement les mesures prises hier sous cet angle-là. Je me souviens en Guinée, lorsque le quasi-lockdown, c'était un pays aussi qui avait été quasiment fermé. Il n'y avait qu'un seul vol qui continuait, c'était une compagnie du Maghreb qui a continué. Mais on avait tous comme inquiétude justement que la consommation, l'alimentation deviennent problématiques. Or, on a remarqué en fait, la Guinée est sortie d'Ebola avec un fort impact négatif sur sa croissance, mais avec finalement une redécouverte de ses capacités de production interne en termes alimentaires. Et ils ont aujourd'hui, je pense que si vous prenez un plat guinéen, il est à quasiment 90% composé d'éléments internes. Contrairement à notre pays, où nous avons des plats. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, même dans l'arrière-pays, ça se passe. C'est-à-dire que le tcheremboum, etc., qu'on mangeait, a été délaissé. Et aujourd'hui, si on ne fait pas un poisson avec, un poulet industriel, je n'ai rien contre, avec des frites, etc. Je dis par là que nous sommes effectivement totalement dépendants en fait, de pas mal de facteurs externes. On a une économie extravertie, comme ça a été dit. Et notre alimentation. Parce qu'il y a même certains auditeurs qui ont parlé de pièces de rechange pour certaines machines, pour certaines autoroutes, certaines choses, certaines voitures. Et que si le confinement est fait et interdit, il se peut qu'il y ait une panne, par exemple, d'une pièce de la Saint-Lec, qui s'est importée de la France, pour bloquer l'énergie du pays. Nous avons connu, je crois, dans ce pays, des pannes dans des secteurs névralgiques comme la santé, avec des appareils hypersensibles qui sauvent des vies, sont tombés en panne, mais qui, même, ne serait-ce que pour la réparation, on devait faire venir des gens de l'extérieur. Alors imaginez dans ce contexte-là, je ne veux pas me mettre oiseau de mauvaise augure, mais si on revivait la même situation aujourd'hui, s'il y avait une panne d'une machine de radiothérapie, qu'est-ce qu'on va faire? La fermeture des frontières est très complexe, c'est vrai. Nous avons à prendre en considération
nos capacités, nous sommes très faibles. Ça, c'est une des leçons que doit nous faire comprendre cette pandémie. Quand je dis nous, c'est pas forcément seulement le Sénégal. Je pense plus Afrique, parce que c'est pas une particularité du Sénégal. Nous devons nous rendre compte de notre faiblesse aujourd'hui, parce que même les équipements que nous allons utiliser pour protéger notre personnel de santé, c'est des équipements que nous importons de l'extérieur. Alors aujourd'hui, on a fermé les ports, on ne peut plus avoir de conteneurs, mais effectivement dans les aéroports, la circulation continue. Donc, en un mot, Alassane, moi je pense que nous devons, pendant que nous vivons cette pandémie, pendant que nous ripostons, faire très attention à apprendre des leçons, à nous regarder en face, à tous les niveaux, sur le plan sociologique, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan politique, et commencer à déjà mettre en place des leçons apprises, parce que nous en sortirons, Inch'Allah. Je suis convaincu que cette pandémie va durer le temps que ça va durer, mais tout comme les Chinois ont réussi à gérer, à maîtriser plus ou moins la situation aujourd'hui, l'humanité s'en sortira. Ce n'est pas la première pandémie, il y en aura d'autres. Tous les 40 ans en moyenne, il y a une pandémie. Mais il ne faut pas que nous en sortions sans vraiment tirer des leçons. Et en particulier sur le plan de la gouvernance, parce que les sociétés, ça se gère. Les décisions, ça doit être pris de manière rapide, en temps opportun. Des mesures doivent être prises aussi pour la protection des communautés, sans pour autant aussi frustrer le reste du monde, parce que voilà, moi je suis pour qu'on tire des leçons. Il y en a déjà on voit ce qui s'est passé, par exemple sur le plan alimentaire, l'impact des pandémies. C'est un des problèmes, justement, un des impacts des pandémies, c'est l'alimentation. Il y en a d'autres. Il y a des problèmes de sécurité, il y a surtout aussi les problèmes vous l'avez souligné, les interdépendances critiques. Aujourd'hui, c'est l'hôpital qui est au front. On amène les malades là-bas. Mais l'hôpital a besoin de l'électricité. L'hôpital a besoin de l'eau. L'hôpital a besoin de tout un tas de secteurs autres que de la santé pour fonctionner correctement et remplir sa mission. Si ces secteurs ne fonctionnent pas, ça peut, en phase 3, on risque d'être comme dans des situations où effectivement l'hôpital est débordé. Donc est-ce qu'on a les moyens d'avoir des solutions alternatives? Est-ce qu'on a, si aujourd'hui il y a une panne d'électricité, on a des groupes électrogènes qui fonctionnent suffisamment pour que ça continue? J'imagine que dans beaucoup de structures de santé de ce pays, en tout cas, ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays africains malheureusement, que c'est le cas. Mais c'est très complexe. En fait, en un mot, avec cette pandémie, nous nous rendons compte à la fois de notre vulnérabilité en tant que nation, mais aussi nous comprenons aussi combien nous sommes interconnectés, interdépendants du reste du monde. Et ça doit nous inviter vraiment à beaucoup de réflexion. Aboubele, comment sortir de cette vulnérabilité plus fort? Est-ce qu'aujourd'hui, en interne au Sénégal, on doit lancer une réflexion? Parce qu'un pays qui dépend pratiquement même pour son alimentation de l'extérieur, l'autosuffisance alimentaire aujourd'hui, parce que la comparaison avec la Guinée, c'est quand la Guinée a été frappée par Ebola, la Guinée quand même a une agriculture locale, où les Guinéens mangent local, avec des pommes de terre, avec la patate douce. Et dans la forêt guinéenne, quand vous sortez, vous avez de la banane sauvage, vous avez des oranges. Ça a pu aider la population à tenir, parce que son réseau hydrographique a permis à la Guinée de tenir. Au Sénégal, où pratiquement c'est le désert, quand vous regardez à l'intérieur du pays, il y a des problèmes même de survie. On parle de temps en temps de poches de famine ou de poches de faim dans certaines localités. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour sortir de ce genre de situation? Est-ce que cette pandémie peut être un début de réflexion pour s'auto-centrer en interne? Oui, mais tout ça c'était déjà connu. Vous avez fait une comparaison tout de suite avec la Guinée. C'est une histoire différente. Sékou Touré avait refusé dès le départ. Sékou Touré la Guinée a été totalement marginalisée. La Guinée a dû vivre dans une sorte de semi-autarcie. Alors la Guinée a pu développer quand même un bon nombre de réflexes qui lui permettent de vivre sans l'apport de l'aide extérieure, etc.
Ça, c'était une circonstance historique. Cette même circonstance historique, à la veille de nos indépendances, a condamné des pays comme le Sénégal, qui faisait partie du lot de ces bons élèves. On a une économie totalement extravertie, voulue et pensée par la France. Déjà au plan monétaire, au plan, comment dirais-je, industriel, au plan de production de matières premières, etc. Tout a été, je m'excuse, tout a été quand même bien pensé par les colonisateurs. Nous n'avons que des cultures de rente. Ce qui arrangeait la France, c'est l'arachide ici, c'est le cacao en Côte d'Ivoire, etc. On a été formaté dans un moule totalement à la merci du colonisateur. C'est ce que nous vous aujourd'hui, ceci. Tout ce que vous venez de déplorer, quand même, c'est extrêmement honteux. Qu'après 60 ans d'indépendance, au XXIe siècle, que le Sénégal ne produise absolument rien, que l'on ne puisse pas tenir au moins 6 mois sans importer quoi que ce soit, c'est tout à fait dommage. C'est tout cela qu'il faut repenser. Avoir une économie, on n'a pas d'économie actuellement. Ce qu'on a, c'est du n'importe quoi. Regardez l'industrie sénégalaise, il n'y a pas d'industrie. Parlons de la pêche. C'est des licences qu'on a distribuées à foison à des entreprises européennes qui pillent nos ressources halieutiques pour aller les vendre en Europe. Mais est-ce que vous pensez que cette situation aujourd'hui que nous vivons peut être un déclic au niveau interne au Sénégal pour qu'on développe ces filières-là, pour qu'on soit moins dépendant de l'extérieur? Oui, mais il faut une volonté politique déjà. Il faut, à la limite, un comportement plus ou moins révolutionnaire. Par rapport à quoi? Par rapport à ce système de la France-Afrique que la France continue à maintenir dans nos pays. Parfois, il faut comprendre même nos chefs d'État. Ils ont les mains liées avec les accords de coopération, avec les mécanismes qu'on a. On ne peut même pas financer notre économie à cause de la BCEAO, qui est la BCEAO en soi, c'est le plus grand ennemi du développement des pays africains. On ne peut même pas, à cause des mécanismes criminels qui ont été mis en place par la France pour contrôler l'économie africaine. Dans les accords de coopération économique qui nous lient, il est même dit que c'est la France qui décide de notre politique économique, qui décide de notre système d'enseignement, etc. Uniquement pour nous maintenir à la traîne des puissances occidentales. Il est temps de rompre définitivement avec ça. On ne dit pas rompre nos relations avec les autres États, c'est pas possible. On peut être ami avec tout le monde, on peut travailler avec tout le monde, avec la France, avec tout le monde, mais en recentrant nos efforts sur une économie nationale. Car jusqu'à présent, on n'en est qu'à la phase des balbutiements. Il n'y a pas d'économie véritable au niveau du Sénégal. Pourtant, c'est facile de le faire. Ne parlons pas le Sénégal a suffisamment de terres arables très riches pour pouvoir créer une agriculture d'autosuffisance. Ça, c'est à notre portée. Il faut que la politique aussi change dans sa manière de gouverner. On nous a tantôt parlé d'autosuffisance en riz. Ce n'est pas vrai. Le Sénégal importe autant qu'il n'importait avant cette politique mise en place pour l'autosuffisance en riz. On nous parle d'1 million de tonnes de récolte lors de cette dernière campagne arachidière. On se retrouve avec presque 200 000 tonnes, etc. Tout ça, c'est pas de l'économie. Ces agrégats aussi, qui pullulent, qui partout dans ce pays, taux de croissance 6,5%, PIB, blablabla, les Sénégalais en ont marre. Il faut que l'on redevienne, que l'on soit sérieux quand même, que l'on repense nos pays, que l'on repense comment dirais-je, notre devenir. Il est impensable. Aller dans les pays de l'Europe de l'Est. Moi, j'ai fait les pays de l'Europe de l'Est. J'ai été pendant 5 ans à Varsovie, j'ai vu ces pays de l'Europe de l'Est. J'ai un peu sillonné par-ci, par-là. C'est des pays qui se sont focalisés fondamentalement sur leurs besoins vitaux. Et c'est ce qui a favorisé leur émergence. Voilà.
Hein, l'État a construit des maisons à n'en plus finir. Hein, là-bas, pour avoir un logement, c'est la chose la plus facile, parce que c'est un droit pour tout citoyen. La santé, partout, il y a des hôpitaux, des milliers de médecins, des centaines de milliers de sages-femmes, etc. C'est ça qu'il fallait faire. Au plan industriel aussi, ils ont favorisé l'émergence d'une petite industrie. Hein. Partout, il y a de petites industries qui ensemble, peuvent satisfaire les besoins du pays. Il faut qu'on se tourne quand même vers cela et qu'on cesse de divertir les gens avec des projets de prestige ou même parfois importants, par exemple certaines infrastructures, c'est important, mais même la manière de financer ces projets-là, met en hypothèque, met en péril l'avenir du pays. Parce qu'on ne peut pas créer des infrastructures à coût de centaines et de milliers de milliards à des taux de 8% d'intérêt et de 10%, je veux dire, plus que criminels, et selon des délais de maturité de 10 ans. Ça veut dire que très tôt, on est asphyxié par une politique qui devient finalement improductive. Il y a énormément de choses à redire. Un État d'abord, c'est, comment dirais-je, l'aspect intérieur. Regardez tous ces grands États dont on parle. La Chine aujourd'hui peut survivre au coronavirus pendant 10 ans, parce que c'est déjà un marché intérieur qui est extrêmement important et qui est approvisionné par l'industrie chinoise. Voilà. Les États-Unis, c'est la même chose. Regardez la dette intérieure des États-Unis, 73 000 milliards de dollars, comparé à sa dette extérieure qui est de 2500 milliards. Pour dire que même en s'endettant, les États-Unis s'endettent vis-à-vis de leurs banques, de leurs propres banques, de leurs propres hommes d'affaires, de leur propre secteur privé, etc. Parce que c'est ça la base, l'économie interne d'abord. Mais aujourd'hui, justement, cette pandémie qui a montré notre vulnérabilité pour gérer ces genres de situations, moins de dépendance vis-à-vis de l'extérieur, qu'est-ce qu'il faut faire en interne? Développer l'industrie, et développer les systèmes de santé pour permettre aux populations d'être en bonne santé, parce que si on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas travailler. Ce qu'il faut, à mon avis, de mon point de vue, c'est d'abord aller vers l'intégration sous-régionale. Vous savez, nous avons beau nous regarder et nous dire que nous ne sommes pas beaux, nous sommes moches, nous sommes incapables. Mais si nous voulons être beaux et capables comme les autres pays, nous avons intérêt à nous mettre ensemble. Qu'est-ce que le Sénégal dans ce monde d'aujourd'hui? 16 millions d'habitants, moins de 200 000 km². On ne peut pas penser le développement dans le contexte actuel, à mon avis, si on ne pense pas intégration. Je ne dis pas, je ne dis pas des nouveautés. Nous savons ce que nous devons faire, nous le savons depuis fort longtemps. Et il faut que nous allions vers cela. Nous serons forts et indépendants lorsque nous aurons les États-Unis d'Afrique, lorsque nous aurons au minimum la CEDEAO comme instance où s'organise notre politique et notre vie économique et notre défense. Et là, nous serons capables, d'une certaine mesure, de faire face, comme les Chinois, j'en suis convaincu, à des situations de pandémie. Mais aujourd'hui, isolés tels que nous sommes, avec nos capacités, nos faiblesses, c'est très difficile de nous passer de l'extérieur. Et même, encore une fois, ne serait-ce que parce que le matériau dont on a besoin pour riposter, nous ne le fabriquons pas. Nous ne le fabriquons pas. Donc, moi, je pense qu'une des réflexions que nous amène à faire cette pandémie, c'est aussi de nous dire que nous devons accélérer l'intégration africaine. Et nous devons nous mettre ensemble parce que c'est la seule manière que nous avons pour peser dans ce monde d'aujourd'hui-là. Isolés, nous sommes vulnérables encore plus. Et parce qu'on a constaté que dans les pays développés comme par exemple l'Italie, les gens sont mis en quarantaine. En Chine, les gens sont mis en quarantaine, ils ne peuvent pas sortir. Mais dans un pays comme le Sénégal, où les gens, ils vivent au quotidien, ils survivent. S'ils ne sortent pas de chez eux pour aller chercher à manger, ils ne peuvent pas manger. Comment peut-on confiner ces personnes?
Mais c'est exactement la douloureuse justement problématique à laquelle nous devons faire face aujourd'hui au Sénégal et tous les pays qui sont touchés. On ne peut pas, Alassane, nous avons une société, une sociologie qui est par moment en contradiction avec les mesures de riposte, les mesures de mitigation, de containment de la circulation de ce genre de virus-là. Nous avons des sociétés qui fonctionnent malheureusement comme vous l'avez décrit, c'est-à-dire de cette manière-là. Et on ne se rend pas compte tant qu'on n'a pas cette situation d'urgence-là. Aujourd'hui, oui, moi je me demande, je me pose la question, comment est-ce qu'on va faire? Parce qu'on n'est pas la Guinée, on n'est pas le Congo. On l'a dit, c'est des pays qui ont... vous tournez, vous sortez de chez vous, à la limite vous pouvez cultiver votre lopin de terre parce que, bon voilà, nous ici on est un pays sahélien. Donc, de deux choses l'une, soit on le fait par la force, c'est-à-dire que par l'autorité, mais ça ne fonctionne pas au Sénégal. C'est-à-dire ici au Sénégal, les choses se négocient, les choses ne s'imposent pas. Vous ne pouvez pas demander dans certaines parties de ce pays, par exemple, vous ne pouvez pas demander à Touba d'être sous contentement si Touba ne veut pas. Vous voyez, c'est très complexe. On a une société qui est compliquée et justement cette pandémie nous le fait voir aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a énormément de réflexions à mener. Et cette force, cette puissance que nous cherchons, comme par exemple aujourd'hui l'Italie, être capable de fermer tout le pays, de le mettre en lockdown, ce n'est pas honteux de regarder ce qui marche ailleurs et de le copier. Mais encore une fois... Mais est-ce qu'on en a les moyens? Je crois en ce pays-là, je crois aux ressources intellectuelles qu'il y a dans ce pays et dans beaucoup de pays africains. En particulier, le Sénégal, quand même, tout à l'heure on en parlait, mais moi depuis le début de la crise, je dis que le personnel de santé est vraiment à féliciter parce qu'ils sont travaillés dans des conditions compliquées. Il n'y a qu'un mort pour le moment au Sénégal. Et ils font du travail extraordinaire, mais bon, il faut qu'on les renforce, il faut qu'on regarde ce qui se passe. Mais on ne peut pas faire comme l'Italie. Parce que l'Italie elle-même est débordée. Vous voyez, on a tous vu des images virales, des personnels de santé qui pleuraient parce que bon, il n'y avait pas de moyens, d'équipement. Donc, Alassane, l'affaire est très compliquée. Ce qu'on souhaite, c'est que nous soyons tous mobilisés derrière notre personnel de santé pour qu'ils contiennent le foyer actuel, le seul qu'on a, et que ça s'arrête là. Nous n'avons pas les moyens, à mon avis, et je pense que ce n'est pas... encore une fois, faire peur aux gens ou quoi que ce soit. Nous n'avons pas les moyens de faire face à plusieurs foyers en même temps. Il parlait tantôt à Boualé du fait que certaines mesures qui ont été prises sont un peu en contradiction avec nos sociologies. Absolument. En disant par exemple qu'on ne peut pas faire de rassemblement, en disant aujourd'hui que... On ne peut pas saluer avec le coude. Avec le coude. Tu sais de quoi je parle. Oui, et les gens, et les Sénégalais sont habitués à prendre les cars rapides parce que les moyens de transport ne sont pas là. La mosquée, ça a été, en Arabie Saoudite, on a interdit les prières dans les mosquées parce que c'est une fatwa qui a été donnée par le mufti, l'ulema. Et au Sénégal, c'est autre chose. C'est une autre contradiction. C'est d'autres. Comment justement allier ces mesures à la sociologie sénégalaise, à la façon de faire, à la pauvreté des gens? Oui, mais je pense que ce ne sera pas possible dans notre cas. Que tôt ou tard, nous sommes condamnés en tout cas à vaincre ce virus-là. Ça, c'est par A ou par B. Avec nos moyens et nos méthodes de faire. Peut-être que ça se ressortira de l'extraordinaire, mais cela se fera nécessairement. Parce qu'on ne peut pas vivre autrement. On ne peut pas rester chez nous, on est obligé de sortir tous les jours, comme vous l'avez tantôt dit, etc. Pour revenir à ce que vous avez dit, je voulais... Le fait de dire que l'on a nécessairement besoin de nous intégrer, de l'intégration africaine pour pouvoir décoller, moi je pense que c'est un faux débat. L'Europe, en Europe pullulent les micro-États. La Norvège, c'était la Suède, le Danemark, mais c'est de petits États de 4 millions d'habitants, 8 millions d'habitants, 2 millions, 6 millions d'habitants. Ils se sont focalisés sur leur propre économie. Ils ont travaillé à l'intérieur pour créer quand même les conditions nécessaires pour qu'il puisse y avoir une vie communautaire sur tous les plans. C'est ce qu'on n'a pas fait. On a failli sur tous les plans.
Des indépendances à nos jours, on n'a que des gouvernements au-dessus pour amuser la galerie. Ouais, c'est toujours la même chose. C'est le folklore à n'en plus finir. Ils sont très forts en protocole. C'est toujours la parade militaire, le cortège, les discours, etc. Mais matériellement parlant, on n'a jamais su travailler. Regardez aujourd'hui, combien de médecins avons-nous au Sénégal? Combien d'infirmières? Combien de députés? Même notre enseignement est devenu suranné. Aujourd'hui, on n'a que des théoriciens partout au niveau du Sénégal, partout dans le système de l'enseignement. On n'a pas de gens productifs. Justement, vous parlez de l'enseignement, ça a frappé beaucoup de gens. Quand hier le président dit les écoles et les universités sont fermées, mais on a vu des lettres de joie, des jeunes qui étaient contents de ne pas aller à l'école. Et je suis c'est extraordinaire. Oui, mais je les comprends. Parce que quand même, il n'y a rien de plus monotone que le système d'enseignement du Sénégal. Qu'est-ce qu'ils apprennent? On est toujours dans la généralité. Il n'y a plus de bons professeurs, il n'y a plus d'engouement, l'avenir est très sombre à l'horizon, il y a énormément de chômage, les enfants ne comprennent même pas ce qu'on leur apprend. On nous dit toujours qu'actuellement, aujourd'hui, regardez, ils ne peuvent même pas écrire une page correcte sans faire de faute d'orthographe. Mais parce qu'on apprend dans la langue de l'autre. C'est pour cela qu'on apprend mal. Si jusqu'au niveau du doctorat, on n'a pas pu maîtriser le français, ça veut dire qu'on a appris très mal dans une langue qu'on ne maîtrise pas. C'est ce que ça veut dire. Il faut que énormément de choses, comment dirais-je, on a besoin de grands hommes dans ces pays-là. Contrairement à ce qu'on dit, on a besoin de grands hommes pour impulser cette révolution-là et ce changement-là. On est en train d'aller tout droit au mur. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je parle de théâtre au niveau national. Pour moi, c'est du théâtre. Le président est sorti, voilà, il joue son rôle de président. Le député, pseudo-député, qui joue son rôle de député. Le maire, regardez qui sont nos maires, regardez qui sont nos députés, regardez qui sont nos directeurs des sociétés, regardez nos PCA, les présidents des conseils d'administration. Regardez aussi les jeunes cadres qu'on dit très calés, bien éduqués, etc. C'est en général, quand vous vous approchez d'eux, vous vous rendez compte qu'il n'y a que de l'imposture, qu'il n'y a absolument rien du tout ici. Pourquoi? Parce que tout a été dévoyé. On s'est amusé avec tout. Il faut que ça change radicalement. Qu'on ait une économie, qu'on ait au moins 2000, 3000 industries capables de produire pour les Sénégalais, capables de répondre à nos besoins. On a besoin de changer notre culture, comme je te le disais tout à l'heure, avant notre entame. Pourquoi parler la langue française? Moi, je pense que c'est extrêmement honteux qu'on se parle entre Sénégalais. C'est des Sénégalais qui nous écoutent. Et jusqu'à présent, on ne peut pas se libérer de cette langue-là. On peut comprendre. Aller en Pologne, par exemple. Ils parlent le polonais, aller en Suède. Ils parlent le suédois, mais ils parlent tous anglais. Il y a de fortes populations qui parlent aussi le français, qui sont polyglottes, etc. On peut le faire, mais en apprenant dans notre propre langue. Ici, on est en train de tout faire à l'envers. Les Cheikh Anta Diop en ont beaucoup parlé, personne n'a écouté. Il y a énormément de grands hommes qui sont passés ici, qui ont fait état de tout cela. On n'en a pas tenu compte. Aujourd'hui, que Dieu nous aide. Nous ne sommes pas en mesure de faire face à ce genre de catastrophe. Nous n'en avons ni les moyens, ni quoi que ce soit. On n'a même pas les moyens de mettre en quarantaine ceux qui viennent. À l'hôpital Fann, j'ai entendu le chef dire que leur capacité au maximum, c'est 36 lits. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on n'est pas prêt. Oui, mais dans ces genres de situations de pandémie, il y a quand même un langage. Il faut tenir aux populations pour les rassurer, pour éviter qu'il y ait de la panique. On a vu que les sociologues, les socio-anthropologues descendent sur le terrain pour parler aux communautés. Parce qu'elles sont les premières qui sont frappées par la maladie. Vous, en tant que justement ancien de la Croix-Rouge, qui a travaillé à Guinée, en RDC, dans le cadre d'Ebola, quel langage tient-on aux populations dans ces genre de situations, surtout démunies comme nous sommes? Merci Alassane. Avant de répondre à votre question, vous me permettrez juste d'apporter une précision. Vous savez, les sociologues disent que
dans l'évolution des sociétés humaines sont influencées, subissent souvent deux influences. Il y a les dynamiques internes et les dynamiques externes. Alors, une pensée, une réflexion doit toujours être contextualisée. Ce que certains pays de l'Est ou européens étaient capables de faire et qui a constitué leur histoire, aujourd'hui, c'est pas possible. Nos États ne peuvent pas fonctionner comme ça. C'est pour ça que j'en appelle, moi, à l'intégration, à l'unité, comme chez Anta Diop le disait. Nous ne pouvons pas vaincre le franc CFA si un seul pays se met à côté pour dire moi je suis pas d'accord. Non, il faut qu'on se mette ensemble. Nous ne pouvons pas bâtir des grandes choses si on ne se met pas ensemble. Et se mettre ensemble, ça veut dire être en mesure de faire face aux dynamiques du dehors. Hein? Les dynamiques externes là ne vont jamais nous laisser construire nos pays. D'où il faut vraiment faire très attention. Moi je suis d'accord avec beaucoup de discours révolutionnaires, etc. J'ai passé toute ma vie, ma jeunesse à faire ces choses-là. Mais il faut savoir que l'union, l'unité, l'Africain, tant que nous ne serons pas unis, nous aurons, dans 50 ans, 100 ans, nous serons encore assis là où nos petits-enfants à dire oui, on n'a rien fait, tout est mauvais, etc. On connaît le chemin. Le chemin, c'est l'union. Parce que les États gèrent leurs intérêts. La France dont on parle effectivement, on est là, on fait une émission en français, c'est une langue étrangère, mais la France défend son intérêt. Et nous seuls, Sénégal, face à la France, nous ne ferons pas le poids. Mais par contre, si on est une entité sous-régionale, là oui. Alors, une entité de médiocrité. Bon, moi j'appelle pas non, ça comme ça. Non, mais regardez la Guinée-Bissau. Une entité de médiocrité. États-Unis d'Afrique. Les États-Unis des médiocrités. Bon, construisons ensemble. La Guinée, prenez à part tous les pays de la zone UMOA, à part. Ouais. C'est la même chose. Ce sont les mêmes méthodes de faire, les mêmes scandales, les mêmes problèmes. On est confronté à tout. Le diagnostic, en fait, ce que je veux dire, c'est que le diagnostic aujourd'hui, c'est que moi je suis fatigué des diagnostics. Mais écoutez, de constater que l'Afrique va mal, ça fait plus de 30 ans. Moi, depuis que je suis allé au poli, je sais que je suis né dans un continent qui va mal. Ça, c'est un diagnostic. Je suis d'accord avec toi. Parlons de la solution. Oui. La solution, c'est quoi? Pour moi, la solution, vous dites la solution, c'est il faut faire la révolution. Moi, je dis, bon, non. La solution, il faut faire l'unité africaine. Il faut créer des États africains unis. Ça fait partie. Voilà. Maintenant, je ne pense pas que ça fait partie. Moi, je ne suis pas aussi quelqu'un de nihiliste et je ne pense pas que tout est négatif en Afrique. Non, je suis désolé. Non, on ne dit pas ça. Non. Il y a un minimum. Il n'y a pas de médiocre. L'Afrique n'est pas faite que de médiocrité. Mais je dis, il y a un minimum. Vous savez, le développement, c'est d'abord avant tout aussi un état d'esprit, une psychologie. C'est que si vous regardez tous les matins et vous dites que je suis médiocre, que je suis nul, mais vous serez médiocre et nul. Je refuse, moi je suis optimiste et je sais que nous sommes capables, nous, de nous en sortir. Et l'Afrique a les moyens, a les ressources. Mais je suis aussi optimiste. Je suis sûr et certain que l'avenir aujourd'hui, d'ici les prochaines générations, c'est l'Afrique. On parlera de l'Afrique comme nous, on est en train aujourd'hui de parler de nous. Donc moi je me pose dans cette posture-là. Je ne casse pas tout sur la table. Je dis simplement que notre chance, et Cheikh Anta Diop l'a dit, il y a nation, notre culture, civilisation ou barbarie, tous ces documents, ces livres qui ont bercé notre jeunesse à l'université, nous les avons lus et nous savons que c'est par là et c'est par l'unité. Cheikh Anta Diop est le premier chantre de l'union, de l'unité africaine. Hein? L'unité culturelle de l'Afrique noire, c'est un de ces autres ouvrages que nous avons bu. Nous savons tout ça, nous avons tout diagnostiqué. Je ne veux pas, moi, faire une émission sur la pandémie et me retrouver à parler de ça. Mais donc, je vais faire un lien. C'est global. Je veux faire un lien pour revenir sur la thématique. C'est que si nous sommes unis, nous serons forts comme la Chine et nous serons capables de faire ce que la Chine fait en maîtrisant cette pandémie-là. C'est pour moi, c'est la seule condition. Vous le disiez, mais imaginons que le Sénégal fasse tout ce qu'il faut faire pour juguler ce foyer que nous avons et que nous nous retrouvons d'ici un mois à 0 cas. Mais si les pays voisins ne font pas de même, vous croyez qu'on va rester comme ça? Non. C'est pour ça que l'approche, la vision de l'union, et d'ailleurs même cette riposte-là, elle doit être coordonnée de manière régionale.
C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, au Sénégal, nous sommes en train de faire un excellent travail, etc., machin, pour juguler, parce que nous sommes touchés. Mais nos pays voisins sont touchés. La Guinée a eu son premier cas. La Mauritanie. La Mauritanie. Alors, si le même travail de coordination n'est pas fait pour qu'on mutualise nos efforts, nos ressources, nos compétences, nos capacités, nous allons nettoyer un pays. Mais le pays voisin ne sera pas, tant qu'il ne sera pas nettoyé, ça va revenir. Et on a vécu ça. Et encore une fois, moi je ne crois pas que nos pays-là, c'est des entités viables aujourd'hui dans la géopolitique mondiale dans laquelle vous ne m'avez pas compris. Nous sommes des micro-États qui ne pèsent pas. Soyons unis. Non, et pour revenir juste pour la question, après je m'en arrête là. La communication des risques, il y a ce qu'on appelle en fait la communication des risques. C'est quelque chose de... Et je profite pour saluer le professeur Niang, avec qui on a travaillé en Guinée d'ailleurs. Il faut aller vers les populations. C'est-à-dire que l'erreur qu'on fait souvent, c'est de faire des communautés, souvent des consommatrices de notre riposte, et non pas des acteurs à part entière. Ça, c'est l'erreur qu'on fait. C'est-à-dire, nous pensons... Il faut une démarche participative. Absolument. Si les gens, on ne va pas les consulter pour comprendre, ne serait-ce que la manière de leur parler, quels sont les mots qu'il faut utiliser ou qu'il ne faut pas utiliser pour passer des messages. Si on le fait à travers dans nos CRD ou nos cellules de riposte, etc., moi je ne m'inquiète pas à ce niveau-là parce que j'ai vu les Sénégalais un peu partout dans les différentes crises. Ça fait plus de 15 ans que je suis en Afrique, partout où il y a des crises, que ce soit des crises sanitaires ou d'autres catastrophes. J'ai vu des Sénégalais. Je sais qu'actuellement, le pays dispose des gens qui savent ce qu'il faut faire. C'était le professeur Niang, entre autres. Il y a le professeur Sylvain Ndiaye, que je salue aussi au passage, qui était en Guinée, qui ont été en RDC aussi, qui ont aidé la communauté globale de la riposte à mettre en place des matériaux de communication, à penser la riposte, à faire entrer l'anthropologie dans la riposte. Maintenant, on sait que le temps de l'anthropologie, comme le disait le docteur Sakoba, le fameux docteur Sakoba, un grand monsieur en Guinée, que le temps de l'épidémie n'est pas le temps de l'anthropologie. Mais en Afrique, si vous voulez, et d'ailleurs ailleurs, c'est pas seulement là, si vous voulez faire de l'épidémie riposte sans anthropologie, il y a de fortes chances que vous passiez à côté. Parce que le risque, c'est de créer des résistances communautaires. Et je me réjouis de savoir qu'il y a des démarches qui sont entreprises pour aller au-devant et pour pouvoir consulter les communautés et en faire des acteurs et non pas des consommateurs de la riposte. Est-ce que dans cette lutte-là aujourd'hui, les marabouts doivent être aussi impliqués dans cette bataille contre le coronavirus pour parler aux populations parce qu'ils ont une autorité morale? Oui, c'est le combat de tous. Mais avant d'aborder cela, je voudrais tout simplement souligner que je suis parmi les précurseurs de l'unité africaine, d'une monnaie unique, etc. Mais j'ai dit que, à proprement parlant, dans chaque pays, il y a des problèmes énormes qu'il faut déjà résoudre. Avant de s'unir, il faut déjà exister. Mais en tant qu'État, moi je suis plus ou moins très sévère dans cette analyse-là. Mais en tant qu'État, nous n'existons presque pas. C'est ça notre problème. Il faut qu'on règle les problèmes internes. Que le Sénégal puisse être le Sénégal, la Guinée, et qu'on aille ensemble. Mais partout, c'est les mêmes fléaux, c'est les mêmes problèmes. Voilà. Maintenant, par rapport à ce que vous avez dit, bien sûr, vous, comme le marabout, vous êtes porteur de voix aussi, vous êtes une personne publique, mais tout le monde doit parler de cela. Tout ce qui me gêne dans ce problème de coronavirus, c'est l'éventail d'informations qui ne reposent sur absolument rien du tout, ou qui sont parfois contradictoires. Parce qu'en Europe, on nous dit que tout est suspendu jusqu'en fin avril, par exemple. Le temps que l'été entre, que le climat se réchauffe pour qu'il puisse se débarrasser de ce virus. C'est ce qu'on nous dit. Que le virus ne survit pas. Il y a beaucoup de fake news. Il y a énormément Il y a beaucoup de fausses informations dans ça. Ce qui est clair, c'est que les médecins ont dit,
pense que c'est la chose qu'il faut suivre, c'est de suivre ce que disent les médecins, les spécialistes. Voilà, on nous a dit énormément de choses. Ouais. Hein? Même beaucoup de gens se remettent en question l'idée d'une épidémie de coronavirus en Afrique, compte tenu des conditions climatiques, etc., qui ne sont pas favorables. Beaucoup de médecins ont dit, écoutez ce que disent les spécialistes, c'est eux qui détiennent la bonne information. Ça, c'est vrai aussi. Voilà, merci infiniment à vous, Wele, d'avoir été avec nous sur ce plateau de l'Air du Temps. Merci à Sedina Alioune Boli, qui est spécial des pandémies, qui a travaillé en Guinée, Conakry, à RDC, pour justement lutter contre Ebola. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci et bon dimanche.